Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Le Trail qu'on aime, c'est quoi ? C'est une troupe de passionnés qui regroupe un athlète de haut niveau, une photographe vidéaste, un kiné, un entraîneur et un team manager, et qui se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler de trail, résultats et actu chaudes, débats, légers chambrages, tout ça dans la bonne humeur et pour la passion de ce sport qu'on aime tant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui est actuellement en train de faire fonctionner la machine à globules à toute berzingue du côté de Font-Romeu, Mathieu Delpech. Comment ça va ? Salut tout le monde, entre le montage de la vidéo YouTube de la course de Mathieu Simon au Ventoux et l'entraînement qui redevient qualitatif à pied et sur les sommets, j'essaie de prendre un petit moment pour venir échanger avec mes podcasteurs préférés. Malheureusement, j'ai pas énorme le temps de préparer ces podcasts, mais je remercie d'avance toute l'équipe pour son travail qui s'annonce encore une fois très pertinent. Et puis je donnerai de ma personne sur le montage et la diffusion comme d'habitude. Tu seras accompagné par celui que l'on croyait perdu pour le haut niveau autant que le petit hameau triévois dans lequel il vit, mais qui retrouve une seconde jeunesse et nous a prouvé ce week-end qu'il était encore dans le coup pour faire de belles choses basket au pied. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous. Alors, je suis toujours perdu pour le haut niveau, hein. Je me suis bien rendu compte de ça samedi en essayant de courir derrière Hugo Deck. En gros, mon autonomie est d'environ 12 minutes sur son allure 3 heures. Donc, je vous laisse imaginer le travail pour faire du haut niveau. Et sinon, oui, j'ai pris du plaisir sur le Malpassant, sur une course que j'avais déjà fait il y a de nombreuses années et puis sur laquelle j'étais revenu en 2022. Mais ça a été beaucoup de plaisir de partager. J'avoue, j'ai couru un petit peu à l'économie le dimanche, mais ça fait plaisir de remettre un peu le bleu de chauffe et puis de se retrouver dans ces situations un petit peu inconfortables où il faut trouver des ressources mentales. Allez, enfin, celui qui peut se mettre 10 heures d'entraînement en 4 jours tout en faisant 10 heures de massage et en soignant des petits bobos. Théo Robin, comment ça va ? Ouais, salut à tous, ça va bien. Retour d'une période assez faste avec pas mal de taf, le stage de l'académie et aussi une belle semaine d'entraînement. Mais franchement, c'était vraiment cool. Et puis là, dernier jour au charbon. Après, ça part pour une petite semaine de vacances dans le sud de l'Espagne. Donc ça va faire du bien, ça va être la régalade. Enfin, n'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui a échoué au pied du podium, au pied du Ventoux, mais qui a su faire d'une pierre deux coups de ce déplacement en organisant le stage de sa Colibri Academy dans le coin. Alexandre Diol, comment vas-tu ? Bah écoute, tout va exceptionnellement bien. Effectivement, on rentre tout juste de notre 2e stage de l'année avec la Colibri Trail Academy du côté de Dadrum. On était dans un endroit vraiment exceptionnel. Et puis, tout va très très bien aussi parce que on est sûrement à l'un des moments que j'aime le plus dans l'année. La semaine avant la plus belle course de l'année, ma course de cœur, la Pastourelle. Donc voilà, bien hâte de retrouver tous les copains Cantalou ce week-end sur la Pastourelle. Petite précision, pas de Margot aujourd'hui, elle croule sous le travail et les post-prod, donc on la retrouvera dans 2 semaines à nos côtés et on a déjà hâte qu'elle nous raconte son aventure sur son premier 100K en Alsace. Avant qu'Alex nous lâche le programme de l'épisode, en tant que responsable diffusion, je me permets de vous faire comme d'habitude mon petit rappel. Il faut évaluer le podcast sur votre plateforme d'écoute, c'est très important pour nous aider. Et puis vous pouvez suivre la page Instagram pour ne rater aucune actu du podcast, retrouver les meilleurs extraits. Et enfin, pour les ultras, les extrêmes, ceux qui veulent venir participer dans le podcast et avoir encore plus d'exclus, vous pouvez rejoindre le canal de discussion. Donc ça se passe sur mon compte perso, Mathieu Delpech. Le canal s'appelle YouTubeX et c'est là qu'on recrute les auditeurs. Alors les amis, au sommaire de ce nouvel épisode du Trail qu'on aime, on débutera, vous en avez l'habitude désormais, par les dernières grosses actus en matière de résultats et comme vous l'avez vu, les 2 dernières semaines ont été bien denses. Pour l'occasion, comme dans l'épisode 19 où l'on avait reçu Lucie Germain, on vous a réservé un petit cadeau avec la réception d'un invité qui a fait grandement parler de lui sur les pentes du Mont Chauve il y a 2 semaines en la personne de Mathieu Simon, grand vainqueur du format 100 miles du Grand Raid du Ventoux by UTMB. On enchaînera ensuite avec le sujet décryptage de l'épisode, le HIIT training ou l'entraînement en chaleur. On vous expliquera quels peuvent être ses bénéfices, mais aussi ses risques, ainsi que tout un tas de conseils pour bien s'y préparer en vue de vos objectifs estivaux. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense, comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le Trail qu'on aime, épisode 20, c'est parti. Mathieu Simon, fais-nous le jingle, stop. Le Trail qu'on aime, épisode 20. Parfait, merci. On va le garder celui-là, il est énorme. On le garde, il est parfait. Allez, on démarre la partie actu. Et comment tu l'as soufflé un petit peu, tu l'as spoilé dans ton intro, Nico, mais comment ne pas commencer par une des actus les plus fraîches, la victoire, ta victoire sur le Malpassant, format 28 km du Trail Niveau-les-Revards. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé et surtout, qu'est-ce que tu avais fait la veille pour bien te mettre en jambes.
Ouais, bah, ceux qui ont suivi un petit peu mes réseaux, j'ai mis une story dans la semaine annonçant que j'allais faire remettre le bleu de chauffe pour entre guillemets, une dernière danse. Je pense que ce sera la dernière fois que j'essaierai de faire du haut niveau dans ma vie sur l'OCC. Donc eh ben, ça, c'est plus si loin que ça, donc il faut se préparer. Donc, pour regagner un petit peu en durabilité, puis pour transférer ma belle prépa marathon, parce que je pense que je vais retrouver une bonne condition physique avec ça. Il faut faire du volume. Je sais à quel point c'est dur d'être un athlète de niveau international sur des courses qui durent 5 heures et plus. Donc, j'ai lancé la semaine enfin le week-end avec un 4 heures de montée sur l'ultra montée de Thonon-les-Mémises. Donc le principe, c'est on monte une bosse qui fait 3 km et 560 mètres de dénivelé, puis on descend en télécabine et il faut faire le max de montée en 4 heures. Il y avait aussi un 8 heures. Et puis un 2 heures et une montée sèche. Donc le premier jour, ben, je voulais un peu m'amuser et suivre Hugo Deck. Bon, j'ai pris un tir et j'ai fini complètement à l'arrêt, je pense en hypo notamment. En n'ayant pas bien anticipé le principe, je me suis pas très très bien ravitaillé. Et du coup, bah, le lendemain, j'ai enchaîné pour travailler un petit peu sur la fatigue sans que ça ait trop laissé de traces musculaires. J'ai fait le trail du Malpassant sur le niveau Les Revards qui est organisé par Hugo Ferrari, qui est l'un de mes amis et sur lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir parce que ça a été aussi l'une des premières courses que j'ai faites dans ma carrière. Et, euh, et ça s'est passé globalement bien. J'avoue que j'étais quand même bien fatigué au réveil le matin et que j'avais du coup pas trop d'énergie mentale pour forcer. Je voulais partir prudemment, bon, j'y arrive jamais trop. Je me suis retrouvé un peu dans le groupe de tête. J'ai un peu joué tactique, je me suis mis devant pour faire mon rythme, pas trop me mettre dans le dur. Dans le très raide, comme la veille, j'étais complètement collé. Donc là, c'est un petit peu revenu de l'arrière. Puis sur la relance sommitale qui courait plus, j'ai réussi à me détacher. Dans la descente, c'est rentré de l'arrière avec Florent Noébès. Et puis après, je voulais presque lui la laisser, mais sur les parties roulantes, j'étais vraiment mieux. Je l'ai lâché dans la dernière petite bosse, je l'ai attendu, et puis finalement, on s'est fait le sprint d'arrivée. Puis j'ai remporté cette course une vingtaine d'années après ma première victoire. Donc c'était sympa. Après, faut rester les pieds sur terre. Ça reste une course de niveau régional, même si le niveau régional en Savoie fait que c'est jamais réellement facile de gagner une course par ici. Belle preuve de longévité. Du côté féminin, c'est Anaïs Guillot, la membre du team Adidas, qui l'a emporté en 2h36. Et du coup, tu parlais du Godec, qui lui, eh ben, a fait la doublette aussi en gagnant les 4 heures de la montée de Thonon-les-Mémises le samedi en réalisant 3800 mètres de dénivelé et en enchaînant avec le 50 km du trail niveau Les Revards le lendemain et en remportant la course. Et à noter que cette course du niveau Les Revards est venue conclure pour lui une belle semaine à 180 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. Bah, c'est plutôt pas mal et Hugo semble plutôt bien en forme. Nico, juste un petit mot sur Jennifer Lemoine qui, elle, a remporté les 8 heures de montée à Thonon-les-Mémises. Ouais, bah Jennifer, c'est ma compagne, et donc je vois ce qu'elle fait au quotidien. Franchement, je pense que j'ai quand même pas mal d'expérience dans ce milieu-là, et je pense que c'est vraiment une des athlètes quasiment les plus pros du circuit français en termes de préparation. Alors, elle n'est pas professionnelle, elle a un job à côté, mais qui permet quand même de bien aménager son, euh, sa- son planning et de s'entraîner voilà, régulièrement au bi-quotidien. Elle fait vraiment des grosses charges d'entraînement, avec beaucoup de rigueur aussi sur la récup, le préventif. Donc, l'année dernière, elle a été pas mal éloignée des terrains. Elle avait fait un très brillant début de saison parce qu'elle avait terminé cinquième des championnats de France. C'était passé, je pense, un petit peu à l'oubli, mais bon, c'était pas loin d'une Adeline Martin qui a fait une grosse saison derrière. Et donc, je pense qu'elle était vraiment arrivée à un très très bon niveau, quasiment le meilleur niveau français. Et donc là, elle termine quatrième au scratch, environ 25 minutes de retard sur les meilleurs hommes, sur 6h15 de course effective. Donc c'est quand même très solide. Et voilà, maintenant, souvent son plus grand ennemi, c'est elle-même, parce que justement, bah, cette rigueur, ça amène aussi une sorte un peu de perfectionnisme. Et des fois, on va un petit peu trop loin. Donc, mais si le physique tient, je pense que ce sera une sérieuse outsider au maillot bleu sur les championnats de France, sur un parcours très dur et qui souvent permet aux besogneux d'être un peu plus devant que sur des parcours qui sacrent un peu plus ce qu'on appelle le talent, même si pour moi le talent, enfin, être capable de travailler dur pendant des années, c'est aussi une vraie forme de talent. Top, on suivra ça de près en tout cas. Allez, on va pas plus vous faire attendre. Je vous l'ai annoncé dans le sommaire. On a la chance aujourd'hui de recevoir un cousin éloigné de notre bon sanglier du Trièvre, en la personne du sanglier de Pau, Mathieu Simon. Comment ça va? Eh bien, merci à tous pour l'invitation, ça va super. J'ai bien récupéré, donc je suis bien content.
Et puis voilà, quoi, j'ai repris l'entraînement progressivement après une petite semaine tranquillou de récup. Donc Mathieu, tu viens de remporter, on l'a dit, le format 100 miles du Ventoux, la UTMB, un format qui faisait 125 km, 6400 mètres de dénivelé positif, devant la légende Ludo Pomeré. C'est une première très grosse victoire pour toi et surtout une première sur un format aussi long. Tu avais déjà fait des formats 100 km et jusqu'alors le format le plus long, c'était la CCC. Déjà, juste première question, quelle saveur et quelle signification elle a cette victoire pour toi? Bah déjà, je suis vraiment très content de ma victoire, d'avoir mené une course vraiment intelligente, sans prendre de risques sur la première moitié de course, à suivre vraiment les gars, sans me prendre la tête, à savoir est-ce qu'on va vite, est-ce qu'on va pas assez vite, tout ça. Et c'était vraiment une très très bonne expérience pour moi, vraiment cette course, parce que c'est la satisfaction, c'est voilà, c'est le travail de tout l'hiver, tout ce qu'on a mis en place avec mon entraîneur, ce que j'ai décidé de mettre en place aussi moi de mon côté, avec la participation sur des courses sur route, etc. On savait que c'était un profil roulant, enfin tout est relatif, mais qui se courait beaucoup. Du coup, on avait fait le choix voilà, de faire une prépa hivernale très très studieuse avec beaucoup de pistes, beaucoup de préparation sur route pour après bifurquer sur une prépa trail pour que ça me serve sur le Ventoux et ça m'a permis de franchir un cap un peu à l'image de Nico et sa prépa marathon, c'est-à-dire que ça m'a permis vraiment de maintenir une très bonne condition physique et après derrière quand on a mis vraiment la prépa trail en place, ça s'est vraiment bien peaufiné pour la suite et la satisfaction, ouais, c'est d'avoir réussi cette course de A à Z et que toute cette prépa hivernale, tout ça m'est servi vraiment pour le jour J. Bon, Mathieu, tu étais présent aux côtés de ton collègue de chez Brooks pour suivre et filmer sa course. Raconte-nous, toi, comment tu as vécu sa course de l'intérieur et est-ce que tu l'as senti, comment tu l'as senti tout au long de ces 11 heures de course à peu près? 12h30 et en fait personnellement j'avoue que j'ai eu le luxe de pouvoir faire une bonne nuit de sommeil. J'ai lâchement laissé Mathieu se démener pour lâcher l'opiniâtre Ludovic Pomeré sur les pentes du Géant de Provence. En fait j'ai eu la chance sur cette course d'avoir un petit budget grâce à Brooks pour faire une vidéo et grâce à un bon travail en amont, une bonne planification avec mon équipe, j'ai pu briefer les 3 cadreurs qui ont bossé sur la vidéo en étant autonomes et donc moi comme j'ai pas abandonné personnellement l'idée d'être encore athlète, j'ai préféré mettre la priorité sur ma récupération et mes entraînements sur ce week-end du Ventoux et j'ai pu faire aussi mon premier Ventoux en vélo jusqu'en haut parce que je l'avais pas encore fait, j'avais pas mal tourné autour, mais sinon sur la course de Mathieu j'ai eu dès que je me suis réveillé à 7h j'ai eu les yeux rivés sur les écarts et ça m'a permis d'arriver juste à l'heure à l'arrivée parce qu'il est quand même allé plus vite que ses prévisions et j'ai pu aller l'encourager sur les derniers kilomètres et c'était vraiment cool de voir Mathieu finir et puis s'imposer après tant de travail. C'est quand même un gros travailleur et là il a mis la balle au fond, donc c'est cool de voir les gars qui sont récompensés. Et sinon je vous invite quand même à aller sur ma chaîne YouTube à l'heure où on diffuse ce podcast. La vidéo doit être en ligne et là j'ai passé une semaine non-stop pour faire un montage des plus quali. C'est une vidéo dont je suis le plus fier jusqu'à maintenant et donc ça me ferait énormément plaisir que les auditeurs du podcast aillent jeter un œil à cette vidéo et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour là-bas dans l'espace commentaire. J'ai énormément travaillé pour essayer de mettre en avant la course de Mathieu, vous emmener en immersion dans ses derniers préparatifs et vous faire vivre sa course de l'intérieur, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mathieu, justement, je repasse à l'autre Mathieu. C'était comment de se faire suivre par toute une petite équipe de prod pour te filmer sur ta course? J'imagine que c'est pas tous les jours et que t'en as pas forcément eu déjà l'habitude, donc c'était comment? Non, mais déjà, un grand merci à eux, un grand merci à Mathieu pour tout le travail et tout ça de planification en amont. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être suivi, on a pu faire enfin, voilà, avoir des belles images. C'était vraiment top, ouais, de pouvoir se faire suivre et tout ça. Bon, moi, ça me permettait de voir du monde un peu régulièrement, de lâcher quelques petites blagounettes. J'aime bien le faire quand même assez, assez souvent. Et du coup, non, c'était sympathique. Voilà, il y avait toujours une petite pensée pour eux aussi quand j'ai retrouvé Nicolas et là-haut et Julien en haut du Ventoux à 7h du matin, qui n'avaient pas dormi non plus de la nuit. Donc voilà, les premiers mots, ça a été de savoir si t'es pas trop fatigué. Eux, ils étaient heureux d'être là sur le vélo à filmer. Moi, j'étais à côté, on était avec Ludo tous les deux sur une route bitumée en train de descendre pour voilà, c'est ce début de descente du Ventoux. Et ouais, c'était particulier, c'était vraiment sympa de pouvoir se faire suivre. Alors, c'est rigolo parce qu'au début, dans la nuit, j'ai quelques anecdotes, on était quand même assez groupés. Et je me rappelle Ludo, il y avait Julien qui filmait sur son vélo et Ludo qui me lâche un. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas trop ce qu'il est en train de filmer là dans la nuit, mais les images, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à filmer. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait rire. C'est là que je leur ai expliqué qu'ils étaient là pour filmer, pour faire une vidéo. Et voilà, et après, on avait Pierre Arnaud qui s'amusait à se mettre devant à chaque fois pour être sur la vidéo de Mathieu et qui lâchait des petites punchlines et tout. C'était quand même assez drôle. Mais non, non, c'était vraiment sympa de pouvoir
de pouvoir être filmé. Puis bien évidemment, j'avoue que dans la course, on y pense quand voilà, on est à la bataille avec Ludo, qu'après je prends la tête de la course, tout ça. Mais je me dis, ouais, ces images, en fait, elles vont avoir une valeur et une saveur particulière. Et ben, voilà, j'écris, entre guillemets, la plus belle prestation possible. Donc ouais, c'était vraiment cool. Ouais, c'est aussi ce que je voulais te demander. Est-ce que tu estimes que c'est vraiment une course référence et que ça va poser des bases très solides pour la suite de la saison, voire même les prochaines années? Oui, je pense. Après, en termes d'expérience, comme je dis encore une fois, j'ai pris de l'expérience sur ce format, mais j'étais vraiment novice encore. Moi, aujourd'hui, j'ai tiré beaucoup de positifs sur cette course. Bon, du négatif, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Mais là où moi, mentalement, ce que je me mets en tête, c'est que je me dis, voilà, là, tout s'est bien passé, mais c'est pas parce que tout s'est bien passé là que ce sera comme ça tout le temps. C'est-à-dire que j'ai bien vécu la nuit, j'ai pas eu de problème digestif sur l'ensemble de la course, j'ai pas eu de coup de moins bien non plus, mon alimentation s'est super bien passée. J'ai réussi à bien manger, donc ça c'est vraiment top. Mais voilà, ce qui s'est passé là, ce sera pas forcément comme ça tout le temps. Et c'est comme je dis, c'est juste voilà une expérience qui est prise. Et après, bien évidemment, la victoire au bout devant Monsieur Ludovic Pombray, c'est vraiment une super performance. Je m'attendais pas à faire quelque chose aussi beau en termes de performance et d'avoir pu vivre ça, voilà, encore une fois, avec mes copains qui sont venus me filmer, avec les vidéastes, avec Nico qui était là pour le staff groupe, il y avait tout le monde, il y avait ma famille. Donc voilà, c'était vraiment très très cool. Après, oui, c'est une course qui va, je pense, compter pour la suite de la saison, c'est sûr, dans le sens où, bon, hormis la CCC qui reste vraiment le gros morceau pour moi, derrière, c'est vrai que, on va dire, le Lavaredo, je vais arriver avec beaucoup moins de pression. Déjà, premièrement, moins de pression au niveau de la qualification UTMB, ça c'est sûr. Et après, c'est une course que je vais aborder différemment, je pense, dans le sens où c'est un format que je connais déjà bien puisque je participerai au 80. Moi, j'avais une petite question, Matt. Enfin, ouais, pas vraiment une question, mais moi, je suis hyper fier et heureux pour toi parce que je pense que voilà, on a toujours vu que tu avais du talent, mais on va dire que peut-être ce qui parfois te faisait un peu défaut, c'était l'aspect mental sur certains moments, surtout bah, des fois quand ça devient dur. Et là, je trouve que, tu vois, moi, j'avais un petit peu cette crainte que je n'ai jamais évoquée avant, mais tu vois, cette pression de faire une vidéo, tu vois, d'être attendu. Et franchement, ça a été hyper solide de répondre présent alors qu'il y avait quand même un petit peu cette pression dessus, avec, je pense une course très intelligente. Tu as su rester derrière, tu as compris. Je pense que c'est le cas de toutes les courses, mais ce qui compte, c'est le classement à l'arrivée, c'est pas être devant au début. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de te voir. C'était aux alentours de 8h, 8h30, je crois, quand tu descendais le Ventoux. Et là, je t'ai vu vraiment frais. Juste avant, t'étais deuxième à ce moment-là avec une quinzaine de secondes d'avance sur Ludo et puis, je crois, 2 minutes de retard sur Jérémy Marin. Et je voyais vraiment que tu semblais plus frais que Jérémy. Bon, Ludo, il n'avait pas encore vraiment sa tête de la pancake. Donc, je me suis dit, ah, il n'est pas encore dans le très dur. Donc, voilà, je savais que ça allait être un peu le coureur à suivre et à battre pour toi, mais vraiment ouais, une très très belle gestion de course. Donc bravo à toi, bravo aussi à tout ton staff parce qu'on sait que c'est jamais facile d'arriver prêt sur l'une des premières épreuves de l'année à la sortie de l'hiver. Merci en tout cas, Nico. Non, c'était, comme tu dis, voilà, c'est une belle expérience, c'était une belle bagarre et tout ça. Et je suis vraiment content parce que bon, il y a eu une petite année compliquée l'année dernière. Alors après, je pense sur le plan mental, c'était plus des petits chamboulements de vie. On va dire que je pense que j'ai eu du mal à m'adapter au début, vraiment à la pression des sponsors. Je me suis mis beaucoup de pression et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très intéressant, moi, pour moi, d'en parler maintenant parce que voilà, on prend aussi en expérience et ça peut servir pour d'autres personnes. Mais voilà, ça a été très compliqué à gérer, je pense, tout ça. Après, il y a eu le déménagement, mine de rien, où je suis venu m'installer du coup sur Pau et c'était une petite pression aussi parce que voilà, il fallait chercher du travail rapidement. J'étais avec ma compagne aussi que j'ai emmenée ici, qui elle a toute sa famille dans le Lot-et-Garonne comme moi, qui n'avait pas forcément envie de venir ici. C'était vraiment pour me suivre. Il fallait qu'elle trouve aussi du boulot rapidement. Donc je pense que ça a été une pression un peu de tout et après. Voilà, on pourrait en discuter plus avec des préparateurs mentaux, mais vous le savez aussi bien que moi, à un moment donné, tout tourne par rond, vous n'avez pas des bonnes sensations d'entraînement, et puis vous avez du mal à trouver du travail, et ainsi de suite, et on ne sait pas quand on aura le logement sur Pau, et en fait, c'est une spirale, et on a du mal à s'en sortir. Et là, j'ai vraiment, voilà, en reprenant le boulot, en prenant le temps de m'acclimater à la vie ici, tout ça, j'ai pu reprendre vraiment un bon rythme de vie comme ce que je voulais, et je pense que d'avoir fait le choix, et c'est un choix stratégique de m'être dit, voilà, je prépare le Ventoux, par contre, en amont, on planifie aucune course importante dans l'hiver, on fait vraiment un travail de l'ombre pendant 4-5 mois et je pense que c'est ça qui m'a bien bien servi et je suis arrivé avec
fraîcheur mentale, vraiment. Donc voilà, il y avait une petite pression avant la course, j'avoue, mais qui me bouffait quand même un petit peu. Et en fait, le jour de la course, ça a fait complètement l'effet inverse. Donc tant mieux, et j'ai réussi à même être très posé, très libre d'esprit, et on le voit même sur les ravitaillements où j'arrive, je suis vraiment très serein, très calme, alors que des fois, c'est vrai que j'ai la tendance à être un peu excité ou autre. Mais là, ouais, j'avais une sérénité en fait que je n'ai vraiment pas forcément cherché à contrôler. Donc voilà, je pense que c'est le fait aussi d'avoir pu faire une prépa aboutie sur du long terme et, euh, et d'être patient aussi. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait de courir une course qui était pour moi la première fois enfin, c'est la première fois sur un format aussi long. Donc je pense qu'il faut quand même se poser et réfléchir quand même pas mal. Ça, c'est sûr, c'est un élément que j'ai remarqué aussi. À chaque fois, la première fois que j'ai tenté un format un peu plus long, j'ai été plus prudent et au final, à chaque fois, j'ai fait des bonnes courses. Et moi, j'avais une autre question pour toi, Mathieu. Je sais que tu es venu faire la Roco et un gros bloc d'entraînement ici sur les pentes du Ventoux. Est-ce que pour toi, c'est vraiment un gros avantage de connaître le terrain et en quoi ça t'a aidé pour préparer ta course et gérer au mieux ta course? Alors, très très bonne question. Non, franchement, moi j'ai eu la chance de pouvoir venir faire la reco du parcours. Et lorsque j'ai eu fini cette reconnaissance de parcours, je me suis dit là, tu as quand même un petit coup d'avance. Alors, façon de parler, mais parce que c'est un parcours en fait qui est quand même assez particulier dans le sens où la fin des 40 derniers, c'est vraiment très dur parce qu'il faut énormément courir. C'est quand même très roulant. Ça ressemble à un profil templier en plus roulant parce que les montées sont moins longues. Et le pire, c'est quand même la montée du Ventoux, où en fait, on s'attend, moi le premier, je m'attendais à avoir des gros radars, à avoir une montée très longue, enfin, pas forcément très pentue, mais avec des bonnes portions pentues, alors qu'en fait, absolument pas. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que, enfin, après, il y en a qui ont peut-être bluffé, mais je pense que non, mais la plupart des coureurs dans le peloton de tête, avec qui j'étais pendant la nuit, ne s'attendaient vraiment pas à avoir quelque chose d'aussi roulant. Et je me rappelle, à un moment donné, on était au kilomètre 30 à peu près sur une piste on était sur du 6 à 8% max et je leur ai dit, mais là, vous allez voir, la montée du Ventoux, c'est ça tout le long. Et je me rappelle, Ludo, il me dit, ah ouais, et tout. Et il me questionnait beaucoup, beaucoup pour savoir la montée. Je me rappelle, à un moment donné, on était à peine au 40e. Il me dit, ben là, ça y est, du coup, on a commencé à monter le Ventoux. J'ai dit, ah non, non, mais là, Ludo, c'est pas encore la montée du Ventoux. Il reste encore 11-12 bornes. Hein. J'ai dit, là, on n'est pas encore arrivé. Et je me rappelle, ouais, lui, il m'a dit après, quand il m'a rattrapé dans la dernière tiers, qu'on a fini la montée ensemble, que effectivement, c'était quand même très long. Mais du coup, ouais, c'était quand même bien de reconnaître ce parcours, notamment aussi pour les parties de nuit, parce que c'est un parcours qui est roulant, mais il y a des parties quand même très techniques avec des pierriers, notamment dans la première partie qui se déroule de nuit. Donc, c'était vraiment très, très, très cool de pouvoir faire la reco et savoir un peu où est-ce qu'on mettait les pieds. Moi, il y avait les 35 premiers kilomètres, je les avais fait en deux parties. Et j'avais découpé une partie de nuit et je l'ai faite aussi une partie de jour pour vraiment voir les différences et pour aussi profiter du paysage parce que le jour de la course, on allait passer de nuit. Mais ouais, non, c'était très, très important de pouvoir faire cette reco et je pense que ça m'a énormément servi pour ne pas griller des cartouches et ça, c'est sûr et certain. Top. Tu nous l'as dit, du coup, la suite, ça va être 80 km du Lavaredo en vue du deuxième gros objectif de la saison qui sera sur la semaine UTMB. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le 4 du Lavaredo, alors premièrement, c'est parce que ça me tient à cœur de découvrir un peu les Dolomites. J'ai vu beaucoup de vidéos, de photos. C'est une course qui est quand même assez populaire. Alors voilà, le 120 reste la course reine, le 80 forcément, il y a moins de densité, mais c'est un parcours qui peut me correspondre assez roulant où il faut quand même bien courir. Je me tournerai vers Matt dans quelques temps pour avoir un peu des infos parce que lui, il a pu y participer, il me semble, il y a 2 ans. Et puis, je pense que c'est une très, très bonne course pour préparer la CCC. Et moi, voilà, encore une fois, comme je dis, là, j'ai fait un format 100 miles, et entre guillemets 124 km. Mais pour l'instant, ma saison, moi, la priorité, c'est la CCC et je veux pas aller faire des courses à nouveau aussi longues. Voilà, moi, une course comme le Lavaredo, c'est 8h30, 9h, prendre large. Donc, ce sera très bien pour préparer la CCC 2 mois avant. Il y a des beaux passages en altitude. Et ça va être vraiment bénéfique pour la suite derrière. Et après, voilà, la CCC qui sera l'objectif de la saison. Et après, pour la partie automnale, pour l'instant, j'ai un dossard au Templier, mais je ne sais pas trop encore ce que je ferai. Ça dépendra vraiment de cette saison. Mais pour moi, la saison, on va dire que elle est finie après la CCC, quoi. Voilà. Après, on verra. Ce sera que du bonus. Et puis, tu nous l'as dit quand on s'est croisé aussi le dimanche sur l'événement. Tu vas t'entraîner avec quelques gros athlètes du côté des Pyrénées, notamment Ben Dimad et Gauthier Bonnecarrère. Et je crois, Mathieu, que tu vas nous faire un petit bilan des résultats sur le Ventoux et que ton collègue Ben Diman a plutôt bien réussi.
C'est sûr que c'était pas la seule course intéressante à suivre sur ce grand raid Ventoux by UTMB. On voit que les événements by UTMB quand même en Europe continentale, ils continuent de rassembler à chaque fois de plus en plus d'athlètes, que ce soit chez les amateurs ou chez les élites, où la densité commence à être vraiment intéressante, même sur ces nouveaux événements qui étaient un petit peu moins connus auparavant. Et donc pour commencer sur ce 120 km, c'est une Allemande, Ida Sophie Egemann, qui s'est imposée, que vous connaissez peut-être parce que sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Running Ida, elle est assez suivie. Et en fait, elle habite autour d'Innsbruck. Et puis sur le 100 km, qui était la course où il y avait, je pense, le plus gros fight chez les hommes, c'est Ben Diman qui s'est imposé, comme tu disais, Alex, le parfois partenaire d'entraînement de Mathieu Simon, et avec au terme d'une grosse bataille avec Baptiste Chassagne et puis Thibaut Garivier qui complète ce podium. Chez les féminines, c'est Laure Paradan qui est désormais dans le team Rossignol, qui s'impose devant la Norvégienne Marie Klakeg Fenre. Désolé pour la prononciation de son nom, mais je suppose qu'elle nous écoute pas. Et Camille Bruyas qui complète ce podium. Et sur 50 km, qui était la dernière course qualificative du week-end, on a vu Thomas Cardin encore s'imposer de toute sa classe devant Antoine Charvolin, un très batailleur. Et puis Loïc Roland complète ce podium, l'athlète de chez Kiprun. Et puis chez les féminines, c'est aussi une athlète Kiprun qui s'impose, Adeline Martin, devant Sarah Bergeron-Larouche. Et puis c'est Noémie Vachon de chez Brooks qui complète le podium. Et puis, je voulais quand même qu'on revienne sur la bataille de folie entre Baptiste Chassagne et Ben Diman, qui a occupé pas mal de monde. Et puis, je voulais quand même lancer notre statisticien, analyseur de données, Nicolas Martin, qui nous a repéré un petit segment lunaire de la part de Ben Diman. À vous les micros, Nicolas Martin. Ouais, j'ai eu la chance de suivre un petit peu cette course après avoir fait le support du 50K qui partait avant cette course de format 100K, ce qui est assez rare pour être souligné. Et du coup, j'ai vu cette bataille entre Baptiste et Ben, notamment dans le Ventoux, où Baptiste était tout le temps devant, avec un Ben qui perdait quelques mètres parfois, mais j'avais l'impression qu'il était un petit peu en contrôle. Et puis Mathieu l'a expliqué un petit peu dans son résumé, mais en fait il descendait le Ventoux tous les parcours et puis il finissait par une partie plus vers les dentelles qui est beaucoup plus roulante. Je pense qu'Alex pourra nous en dire, il y a notamment des portions de route assez longues où ça courait vite. Et là, dans cette dernière montée qui durait un peu moins d'une trentaine de minutes, c'est là que Ben Diman a fait la différence. Et sur le segment Strava, il est monté en 26 minutes 40, ce qui situe à peu près dans les temps de Xavier Bartoli, qui a fait 5e du 50K, une trentaine de secondes derrière Paul Matou, par exemple, qui a fait 6e de la course sur le 50K. Et le meilleur temps dans la montée, c'est 22,59 pour Maël Allaire, qui a gagné le 20K. Et puis Tom Cardin est monté en 24-39, en sachant qu'il se tirait quand même bien la bourre parce qu'ils n'avaient pas non plus une avance de fou sur Loïc Roland et puis Ludwig Fernandez à ce moment-là. Donc vraiment impressionné d'avoir cette capacité à changer de rythme comme ça quand même à la fin d'une course qui dure 7 heures. Vraiment, Ben Diman confirme que je pense que c'est vraiment un des trailers les plus complets du circuit actuellement parce que on l'a vu, il a déjà fait un podium au Templier, il a fait 2e de la Saint-Élion l'année dernière, il a couru 30-0-0 récemment sur 10 km, il a fait des podiums à la diagonale et puis là il s'impose devant un Baptiste Chassagne qui est quand même ultra solide. Donc vraiment bravo à notre Américain. Qui vit dans les Pyrénées parce qu'il est vraiment ultra complet et bravo à lui pour cette belle victoire. On vous mettra l'analyse plus complète du segment Strava sur la page Instagram parce que c'est un petit peu plus visuel. N'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. Ouais, et puis on a parlé un petit peu du 20K, mais on va pas trop s'attarder dessus parce que on n'a pas envie que vous pensiez qu'on est complètement matrixé par les cotations UTMB, mais si vous voulez aller jeter un œil à ces cotations, notamment sur le format 20K où clairement on pourrait dire beaucoup de choses et râler puisqu'il y a des cotations qui sont assez troublantes. Donc on va pas rentrer dans le plus de détails que ça. Vous nous direz sur le compte Insta si vous voulez qu'on débatte de ça tous ensemble. Et ben, on a fait le tour de notre du Ventoux. On va pouvoir remercier Mathieu d'avoir été avec nous, d'avoir pris du temps juste avant son rendez-vous ostéopathe pour venir participer à ce podcast avec nous. Écoute, merci beaucoup et puis on se voit très vite. Merci à vous, merci pour l'invitation. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir rediscuter de cette course avec vous. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt, très certainement au Lavaredo pour certains, et sinon sur la grande semaine UTMB où c'est logiquement à cet endroit-là où on est sûr de voir tout le monde. Salut Mathieu.
Salut à Mathieu. vous, ciao. Salut. Allez, par contre, on n'a pas terminé encore avec la partie actu. On va vous faire ça un petit peu pêle-mêle. On peut parler un petit peu du Mute, la course emblématique du calendrier sur l'île de Madère, qui continue de séduire quelques grands athlètes internationaux, même si, comme on va le voir chez les femmes, les grands noms ont un petit peu boudé l'épreuve, sauf la grande vainqueur Cathy Schall, qui continue sur sa lancée de ses précédentes saisons et qui a tout simplement atomisé la course chez les femmes. Elle termine 7e au scratch en 14h20, avec presque 2h40 d'avance sur une Slovaque que, pour le coup, je ne connaissais pas et je pense pas grand monde connaissait, Martina Klanknik, et 4 heures d'avance sur la Française Mathilde Dujon. Donc voilà, c'est assez fou pour le souligner. Par contre, chez les hommes, on avait un petit peu plus de densité, un top 5 de grande qualité, avec la victoire de celui que l'on attendait le moins des 5 prétendants pour s'emparer de cette victoire, le Français Paul Cornu-Chauvin, qui claque sa première grande victoire en carrière. Il relègue le Portugais Miguel Arsenio à 6 minutes, le Roumain Raoul Bottacci à 9, Jean-Philippe Choumi à 22 minutes et Germain Grangier à 25 minutes. Il l'emporte dans un chrono express de 12h54. C'est mieux que Jim Wamsley en 2022 qui avait couru 12h58, mais comme on l'a analysé avec Nico, le parcours, notamment en raison des conditions météo, n'était pas du tout le même. Ouais, tout à fait. Météo catastrophique à Madère. C'était bien la peine de prendre l'avion pour avoir la même météo que chez nous. Non, blague mise à part, le parcours de 2025 avait rien à voir avec les précédentes éditions. Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller là-bas, il y a un somptueux sentier, notamment entre les deux sommets un peu les plus hauts de l'île, qui sont le Pico Ruivo et le Pico de Herrero. Et là, en fait, ils n'ont pas du tout pu monter sur cette ligne de crête. Ils ont alterné des montées sur le versant un peu nord de l'île. Donc la partie très boueuse. Si vous avez vu des images, ils étaient tous pleins de boue. C'est vraiment une île où il y a un peu deux facettes, un peu tropicales, avec beaucoup de boue et de forêt sur le côté nord qui est beaucoup plus humide, et puis le côté sud beaucoup plus sec. Et c'est vrai que là, c'était une course très chantier, je pense. Et c'est vrai que c'est très dur d'analyser parce que finalement, il y a très très peu de sections communes. Mais bravo quand même à Paul, parce que c'est quand même vraiment des très très solides, quoi. Les gens qui devancent dans ce top 5, on n'est pas sur, voilà, sans faire offense à un des athlètes que j'entraîne, Anthony Costa, qui avait fait un podium. C'est pas du tout la même densité. Là, on est sur des athlètes qui ont tous des grands résultats à l'international. Donc bravo à Paul, et je pense qu'on devrait en entendre parler de nombreuses fois dans les prochaines années, parce qu'il a fait preuve aussi de beaucoup de maturité pour remporter cette course. Du côté des États-Unis, on a pu voir Francisco Pupi qui continue son festival de début de saison. Après ses victoires sur le format marathon de la Transgran Canaria et le format marathon de Chianti, eh ben, l'Italien, il a récidivé en terre américaine sur The Canyon Endurance Run en allant chercher le record sur le format 100 km et 3800 mètres de dénivelé en 8h04. Il décroche par la même occasion sa meilleure cotation UTMB en carrière avec 935. Lui qui devrait enchaîner avec la CCC et les mondiaux de trail long cet été, semble plus en forme que jamais. À noter qu'il a quand même traversé l'Atlantique pour remporter une course qui aurait pu le qualifier à la Western States, en obtenant donc un golden ticket, sauf qu'il a décidé de le refuser, déclarant ne pas être encore prêt mentalement à affronter une course comme la Western. Par contre, Marianne Hogan, de son côté, elle, n'a pas boudé son plaisir à accepter ce golden ticket. Elle avait dû renoncer à sa quête du golden ticket au Tarawera en Nouvelle-Zélande en début de saison suite à une petite blessure, et elle s'est bien rattrapée en allant chercher la 2e place sur ce même format 100 km derrière la Zimbabwéenne Emily Ogood. Et Marianne s'offre donc le droit fin juin d'aller faire mieux que sa 3e place en 2022 sur la Western. Et puis petite dernière actu, en skyrunning, on a pu assister à 2 manches asiatiques. Il y a une tournée d'Iris PC qui allait réaliser ces 2 manches, une manche en Malaisie où elle a fini 2e, et une manche au Japon qu'elle a remporté la semaine, où elle a aussi fini. Ah merde, non, j'ai dit n'importe quoi. Je reprends. Et puis petite dernière actu sur le skyrunning, où on a pu assister à la tournée asiatique de Iris PC, qui a remporté une manche en Malaisie et qui a fini 2e d'une manche au Japon la semaine suivante. Iris qui n'était pas présente au Mathésin, alors que c'est quand même juste à 3 heures de route de là où elle réside en Haute-Savoie. On peut se questionner sur la pertinence d'aller à l'autre bout du monde pour aller grappiller des points au classement général, car là c'est clairement l'objectif, car comme vous le savez peut-être,
désormais dans le circuit Coupe du Monde de skyrunning, ben, chaque manche, quel que soit son positionnement sur la carte du globe, eh ben, rapporte le même nombre de points. Donc, c'est sûr qu'il est souvent attrayant pour certains athlètes d'aller sur des manches où la densité sera moins forte pour grappiller un maximum de points. Et d'ailleurs, sur la manche japonaise, qui manquait cruellement de densité, on a pu voir un Français, Lucas Mouret, prendre la 6e place de la course. Donc voilà, un top 10 en skyrunning quand même, c'est quelque chose qui est convoité par beaucoup de monde. Et lui qui n'avait pour le moment aucun vrai gros résultat, à part des intéressantes mais quand même assez anecdotiques. 42e place sur les Mathésins et 32e place sur la SKRS des Gorges du Tarn l'an passé. Donc voilà. En effet, on a vu les Mathésins en France sur le circuit skyrunning bien plus dense que les manches de Golden qui avaient lieu en même temps au Japon et en Chine. Et désormais, on va avoir probablement l'inverse avec un manque de densité sur le circuit skyrunning en Asie. Mais par contre, j'ai très hâte de voir les manches de Golden en Europe avec d'abord une manche en Italie qui va avoir lieu bientôt avant la mythique Zegama qui devrait, comme à son habitude, être un des marathons les plus relevés du monde. Ouais, c'est ce qui est pas évident, hein, juste pour rebondir rapidement, c'est que après, si on veut aussi développer le sport de manière plus internationale, on est aussi un peu obligé, parce que nous, on est un peu le centre du monde du trail en étant en Europe, et c'est vrai que il n'y a pas toujours ça. Après, sur le terme classement, enfin, pour moi, la compétition, quand même, s'il n'y a pas une vraie notion de compétitivité un peu juste, c'est vrai que des classements où si on se déplace, il y a des manches qui sont 10 fois moins denses. C'est vrai que ça a pas beaucoup de sens. Bon, après, je connais pas dans le détail le classement du skyrunning. Je pense que quand même la finale, où tout le monde est présent, fait quand même la différence pour le classement à la fin. Mais c'est sûr que c'est un petit peu dommage de voir des courses qui, du coup, vont fausser le classement parce il y a pas une concurrence très représentative. Je vous ai dit que c'était la dernière actu, le skyrunning, mais non, Nico, tu vas nous glisser un petit mot sur le marathon d'Annecy qui a eu lieu la semaine dernière, puisque c'est pour la première fois, le marathon était soutenu par Brooks en tant que partenaire naming. Et pour l'occasion, on a vu une belle flopée d'athlètes sponsorisés par la marque venir glaner les plus hautes marches du podium sur tous les formats qui étaient proposés sur ce marathon. Le 5 km, le 10 km, le semi et bien sûr le marathon. Ouais, tout à fait, Alex. La marque a décidé d'investir un petit peu sur des événements route notamment et le marathon d'Annecy avec la présence des athlètes de la marque qui sont plutôt soutenus pour courir sur route. En bref, au niveau résultat, Anthony Frontera a pris la 5e place du kilomètre en 30-15. Je crois que la veille, il avait pacé sur le 5 km. Il a été terminé en 16-02, juste derrière Aurial Leassi, la jeune Suisse qui a couru en 16-00 sur ce 5 km. C'est une des meilleures perfs suisses de l'histoire, bon, sachant que le 5 km route n'est pas une distance officielle depuis très longtemps. Et puis sur cette même course, c'est le Belge Sander Vercauteren qui a une licence belge et aussi française qui l'a emporté en 14-27, donc un chrono très solide pour lui on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, claqué un 28-25 je crois lors du 10 km de Lille. Et voilà, donc vraiment un très bel événement. J'étais malheureusement pas présent puisque c'était le même week-end que le Ventoux, le Grand Raid du Ventoux by UTMB, mais vraiment une belle fête populaire avec plein de distances dans un cadre qui est quand même magique et qu'en font sûrement l'un des plus beaux marathons du monde. Allez, on vient conclure cette partie actu qui, comme on vous l'avait dit, était bien dense. Mathieu, bien sûr, vous mettra un petit time code si vous voulez directement passer à notre sujet entraînement dans la description. Et donc, on va passer à notre grand sujet, décryptage de notre épisode du jour. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler du HIIT training ou de l'entraînement en chaleur pour les non-bilingues comme Nico. L'entraînement en chaleur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est bien? Pourquoi il faut faire attention? Pourquoi ça peut booster nos performances? Théo et Nico vont tout vous expliquer. Messieurs, c'est à vous. Ouais, tout à fait. Donc, depuis quelques années, l'entraînement en chaleur ou weight training pour les anglophones est devenu populaire avec l'appui de nombreuses ressources scientifiques. Comme l'altitude, la chaleur, ça fait partie de ce qu'on appelle les stress environnementaux. La logique est la suivante. On utilise ces stress pour les stress créés par ces environnements pour stimuler des adaptations dans l'organisme. Si la chaleur, elle est devenue populaire, je pense que c'est pour deux aspects. Les adaptations sur la performance sont intéressantes, autant en contexte de stress thermique qu'en conditions normales. Donc j'insiste là-dessus, c'est quand même toujours intéressant de faire de la chaleur, puisque ça, même si vous n'êtes pas exposé à une course dans la chaleur, vous aurez quand même des bénéfices. Et autre élément, c'est la mise en place qui est quand même relativement simple, comme Théo va vous l'expliquer.
Du coup, il y a différentes méthodes pour s'y préparer. Il y a globalement les méthodes passives et les méthodes actives. Si on parle premièrement des méthodes passives, donc c'est en supplément des entraînements qu'on réalise. Il n'y a pas d'effort physiologique produit lors de l'exposition à la chaleur. Donc en fait, on peut penser au sauna, au bain chaud, au hammam post-entraînement par exemple. Et là, du coup, il y aura des effets intéressants et notamment sur l'aspect perceptif de l'exposition à la chaleur. Ensuite, on a les expositions actives. Donc là, c'est s'entraîner, par exemple, aux heures les plus chaudes de la journée en fonction de la météo et de la saison. Donc, par exemple, au printemps, quand il commence à faire 25, 30, et ben, c'est d'aller faire son entraînement à ce moment-là. Ça peut être aussi de porter des couches de vêtements supplémentaires. Donc, collants, bœuf, gants, caouet, doudoune, etc. Tout ce qui va en fait maintenir le corps au chaud. Ou ça peut être aussi de faire du sport dans une pièce non ventilée. Donc là, on peut par exemple penser à du home trainer sans ventilateur dans une pièce relativement chaude. Alors, il faut savoir que ça comporte quand même plus de risques, les méthodes actives, notamment de déshydratation, et on a aussi une adhérence assez difficile de la part des athlètes parce que c'est des entraînements qui sont assez durs, malgré que ça soit de la basse intensité. Euh, Effectivement, c'est vraiment une mauvaise idée de mélanger intensité et entraînement à la chaleur parce que le stress qu'on applique lors de la séance, il est surtout lié à la chaleur et à l'humidité lors des séances et du coup, c'est difficile de combiner ces deux modalités-là. Et donc, l'objectif, c'est de faire des sessions courtes et d'augmenter progressivement le temps. Déjà, pour commencer, un petit 30 minutes en collant et en doudoune, ça peut déjà être très exigeant. Ouais, ces méthodes-là, dites actives, c'est quand même vraiment celles qui permettent de bénéficier au max des adaptations, à la fois sur la partie perceptive de tolérance à la chaleur, donc ça peut être intéressant de faire du sauna, mais aussi sur des adaptations, notamment hématologiques, qui peuvent se mettre en place avec une augmentation du volume plasmatique si on s'expose régulièrement à la chaleur. Allez, juste avant de vous laisser continuer, Théo et Nico, on a décidé, ben, comme à chaque épisode, de faire intervenir un auditeur dont vous reconnaîtrez peut-être la voix, puisque si vous êtes un auditeur ou une auditrice régulière, vous allez peut-être reconnaître Diego, qui était venu nous parler notamment de ces efforts longue durée sur 100 km et sur 24 heures. Mais Diego, toi, tu as la particularité d'habiter en Tunisie, donc dans des températures assez chaudes. Donc c'était assez légitime de te réinviter pour parler de ce sujet-là. Déjà, comment ça va? Et puis raconte-nous un petit peu comment tu gères toi tes entraînements sous la chaleur Ouais, tunisienne. merci beaucoup de l'invitation. Écoutez, moi, ça va très bien. On attend d'une petite notification de la FFA sur les sélections pour l'équipe de France de 24 heures pour les championnats du monde en octobre à Albi. La sélection a été annoncée à partir du 30 avril. Donc voilà, j'ai rafraîchi la page de la FFA toute la journée le 30 avril sans succès. Mais voilà, j'ai fait la marque qualificative, donc normalement tout devrait bien se passer. Quelques jours à patienter. Et effectivement, sur la question de la chaleur, moi je vis à Tunis depuis 3 ans. J'étais pas un coureur particulièrement adapté à la chaleur avant. J'étais à Paris et footing en entraînement largement en soirée. Donc très peu d'adaptation et je l'ai d'ailleurs vraiment bien ressenti quand je suis arrivé à Tunis il y a 3 ans. C'est pas quelque chose que je pratique consciemment et que je mets en place en partie de l'entraînement. J'ai juste pas vraiment le choix parce il fait 35-40 degrés d'avril à octobre. Et voilà, je dirais que je suis la recommandation de Nico, c'est-à-dire que extrêmement prudent quand il fait vraiment chaud, jamais d'intensité, faire vraiment attention à l'hydratation et être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de soi-même, je dirais, sur les perfs, parce que moi, j'ai pas de capteur. Comme on peut le voir, là, c'est la période pré-western, donc on voit tous les pros aux US qui ont 200 capteurs chaleur. Moi, je le fais juste à la sensation et au cardio, et quand sur le même effort, voire un peu moins, il y a 10 ppm de plus, on voit que le corps est pas du tout soumis au même stress, donc pas d'intensité, et on adapte les distances. Ouais. C'est vrai que du coup en pratique, ce qu'on propose de manière le plus classique, c'est des entraînements
pour faire des entraînements légèrement spécifiques à la chaleur, c'est d'aller courir aux heures les plus chaudes de la journée. Bon là, c'est la pleine période parce que c'est le printemps et du coup, ça reste assez raisonnable de dire à ces athlètes d'aller courir potentiellement entre 11 heures et 16 heures sur les heures les plus chaudes. Et déjà, ça peut créer un premier stress avant de vouloir commencer à courir avec une doudoune, des gants ou de mettre le chauffage dans le salon. C'est déjà plus facile à mettre en place et il y a plus d'adhérence de la part des athlètes. Et un petit exemple perso, on voit bien qu'en sortant de l'hiver, on est vraiment, enfin pour la plupart des gens, on est assez sensible à la chaleur. Là, on a fait un double tempo sur une journée à l'académie. C'était une séance de tempo en boss. Première boss, je la passe à peu près en 10 minutes. J'étais bien dans mes zones, milieu de zone 3. Du coup, ça s'est bien passé. Deuxième boss, je mets pour la même FC. Au lieu de passer en 10 minutes, je passe en 12 minutes. Et donc, on voit bien là que clairement, j'ai un manque d'adaptation à la chaleur et qu'il va falloir le bosser. Et du coup, c'est vraiment intéressant à prendre en compte pour les compétitions qui vont être exposées à la chaleur. Donc, ça dépend aussi de l'altitude, ça dépend aussi de la disposition géographique de la course. Mais par exemple, on peut penser à des courses comme la Maxi Race qui tombent souvent sur les premières chaleurs. Bon, c'était pas le cas en 2024, mais si par exemple, pour prendre l'exemple de 2023, la Maxi Race, c'était l'hécatombe. Il y avait une bénévole, elle m'avait même dit qu'il y avait eu quand même 150 interventions sur une seule journée le samedi de secouristes à cause de la chaleur. Donc c'est assez ouf. Donc il y a 150 personnes qui ont dû être secourues. Et on pense aussi à tous les autres qu'on juste explosé pendant la course. Donc c'est vraiment important de s'y préparer ou en tout cas de prendre en compte la chaleur sur son pacing lors de la course notamment. Ouais, tout à fait. On a eu le même souci en 2023 aussi sur l'édition du Trail des Passerelles du Monténard qui a lieu début juillet avec notamment une évacuation en hélico pour hyperthermie et plusieurs cas d'hyperthermie vraiment sévères avec des gens complètement désorientés, parfois à moins de 200 mètres de la ligne d'arrivée avec des températures corporelles qui de mémoire atteignaient les 41 degrés. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu 41 degrés de fièvre, mais en principe on n'est pas très bien. Et c'est vrai que le souci principal de la chaleur, en fait, c'est que c'est un stress qui est assez peu anticipable. On sait que bah voilà, dès que les beaux jours arrivent, il peut faire chaud, mais on n'en est pas sûr. Et autant, par exemple, sur les France 2025 qui vont arriver, on sait que l'altitude sera présente, il n'y a aucun doute, il faut s'exposer à l'hypoxie dans la mesure du possible pour les athlètes. En revanche, un travail estival, ça peut être chaud, mais ça peut aussi ne pas l'être. Après, néanmoins, comme j'ai dit en introduction, les adaptations induites par la chaleur, elles sont intéressantes quel que soit le climat. Donc, pour les athlètes, inclure du training de manière routinière, ça peut avoir du sens. La limite principale, tu l'as évoqué, Théo, c'est que pour induire des adaptations, il faut s'exposer et c'est forcément peu confortable. Contrairement, par exemple, à l'altitude ou l'exposition passive, je pense que Mathieu nous contredira pas, il y a en ce moment, c'est pas réellement dur mentalement. Il y a un stress sur l'organisme si on suit certaines données, mais c'est pas réellement dur de passer du temps en altitude. Contrairement à l'exposition à la chaleur, où ben, pour ceux qui ont déjà fait des saunas, ouais, c'est pas non plus ultra agréable de passer du temps dans un sauna, quoi. Et là où vraiment il faut faire, à mon sens, de l'acclimatation à la chaleur, plus que de la simple exposition comme on fait simplement là où ça peut suffire si on s'entraîne régulièrement aux heures chaudes de la journée pour en tout cas pas être trop impacté négativement par la chaleur sur les courses, c'est que si on a un visage des compétitions avec un fort risque de température élevée, on l'a évoqué brièvement, la Western State, bah, c'est vraiment une course où il faut se préparer à ça parce que c'est un élément déterminant, ou des environnements très stressants, type les courses un peu exotiques avec une humidité associée à une chaleur qui n'est pas forcément très élevée, c'est-à-dire que notamment en Asie, on peut avoir des courses où il fait entre 20 et 25 degrés, donc ça paraît pas si chaud que ça. Par contre, quand l'humidité associée est très forte, sans rentrer dans les détails, on a beaucoup de mal à se thermoréguler et du 25 degrés avec une humidité forte, ça commence à être très dur. Moi, j'avais fait l'expérience à Hong Kong, il faisait seulement une vingtaine de degrés sans soleil, mais beaucoup d'humidité, ça avait vraiment été dur, quoi. Et là, dans ce cas-là, il faut vraiment mettre en place des stratégies d'acclimatation. Donc, globalement, on s'adapte quand même relativement vite à la chaleur avec des bénéfices qui sont intéressants dès la première semaine, d'après les études. Mais idéalement, plus la période d'acclimatation elle est longue et meilleure elle sera cette acclimatation et aussi sa pérennité dans le temps. Et de manière générale, il semble que les recos des publications, ça tourne autour de 3 expositions minimum par semaine d'environ 60 minutes. C'est pas forcément des grosses expositions, on l'a dit, du home trainer couvert en endurance, ça peut suffire. Après, comme toujours, il faut expérimenter et trouver la balance qui nous convient entre les bénéfices potentiels qu'on a évoqués et surtout la charge mentale qui va être associée. Mais on peut penser qu'en période estivale, bah, le bon sens que tu as préconisé, Théo, avant, s'exposer lors de sa pratique aux heures chaudes, ça peut suffire.
pour moi, les périodes critiques, ça semble être le début du printemps. Donc, tu as évoqué la Maxi Race. Ou lors des courses exotiques, moi, petite expérience perso en 2022, lors des mondiaux en Thaïlande, j'avais fait assez peu d'acclimatation. On avait fait un stage dans le Cantal fin septembre, on n'avait vraiment pas eu de chance. Il faisait de la pluie et 5 degrés. Puis après, des températures classiques chez nous en octobre. Donc bon, il peut faire des 20, 22, mais c'est pas hyper chaud. Et à part un peu de chaleur passive en sauna, j'avais pas fait grand-chose. Et c'est vrai que lors de la première reco qu'on a faite, un peu longue sur le parcours là-bas, j'ai passé la sortie à des fréquences cardiaques qui étaient au-dessus du seuil 1, malgré une allure qui était hyper cool. Bon, heureusement, on était arrivé 10 jours avant et la compétition, et avec quelques entraînements, un peu d'exposition simplement dehors, hein, parce qu'il faisait très chaud, ça avait permis d'être bien acclimaté, en tout cas pas trop sensible à la chaleur le jour J. Mais en tout cas, j'avais quand même eu besoin vers le kilomètre 50 de bien me refroidir avec de l'eau. Et j'ai aussi en tête l'image de Marion Delépierre qui, elle, avait fait une vraie prépa en thermoroom. Donc, c'est des chambres dans lesquelles on peut régler la température, et qui avait une sudation très, très majorée par rapport aux autres dès la première sortie. Et ça, c'est une des adaptations qui se met en place. Théo, je crois que tu voulais mettre un petit bémol aussi à toutes ces méthodes qu'on évoque qui sont parfois un petit peu à la mode. Ouais, exactement. Bah, du coup, c'est un peu la nouvelle méthode à la mode. On en voit passer beaucoup sur les réseaux ou sur d'autres podcasts. Et du coup, on en a vu pas mal ces dernières années, hein, genre les stages en altitude, le gut training, les doubles seuils norvégiens, pardon. Évidemment, c'est une méthode intéressante qui apporte de vrais bénéfices, et particulièrement pour les compétitions exposées à la chaleur, comme on en a parlé précédemment. Mais il faut pas oublier que c'est un peu le sommet de la pyramide. Si on voit l'entraînement comme une pyramide, la priorité, c'est d'abord de maîtriser les premiers étages, les fondamentaux de l'entraînement. C'est peut-être encore le rabâcher une fois, mais c'est d'abord le volume à basse intensité, mettre de la progressivité, penser un petit peu à la nutrition, faire un peu de renfort, penser à sa récupération, penser aux aspects aussi qui sont psychologiques. Et une fois que tout cela est maîtrisé, oui, on peut réfléchir à mettre en place d'autres méthodes qui sont intéressantes et pousser un petit peu les curseurs. Mais est-ce qu'un débutant doit commencer par un stage en altitude, du gut training ou directement du HIIT training? Bah, moi, je pense que la réponse est non. Il faut évidemment y aller progressivement, étape par étape. Et en fait, chaque année, on peut se dire, OK, bah, cette année, je vais mettre une nouvelle méthode en place. J'y vais progressivement. Bah, l'année dernière, c'était peut-être les stages en altitude. Bah, cette année, je vais pouvoir rajouter le HIIT training. Mais voilà, je pense que ajouter max 1 à 2 nouveautés par saison, c'est déjà une bonne méthode, et ça peut largement suffire pour avoir une progression sur du long terme. Et attention à ne pas tout mélanger, parce que sinon, on peut vite s'y perdre. Ouais. Je te rejoins à 100%. Après, je mettrais juste un petit bémol sur la chaleur. C'est qu'il faut garder quand même la balance bénéfice-risque. Et même si le e-training, c'est au sommet de la pyramide, je pense, de la performance, il y a quand même des cas où, quand il fait chaud, les risques d'abandon, ils augmentent drastiquement. Et notamment la chaleur dans des courses très, très chaudes. Et moi, j'invite même parfois les gens, je pense, à savoir renoncer au dossard. Parce que si on n'a pas du tout fait d'exposition à la chaleur, et c'est le cas. Diego, on a parlé avant, la plupart des gens, ils ont un travail à temps plein, pas toujours la possibilité de s'entraîner le midi. Et ça veut dire que, à part le week-end, souvent, ils s'entraînent soit le matin, soit le soir, donc pas trop exposés à la chaleur. Et c'est vrai que des fois, s'ils annoncent 35 degrés, bon, c'est toujours dur, hein, je sais, de renoncer quand on a pris un dossard et engager tous les frais qui vont avec. Mais aller faire 5 heures d'effort quand on n'est pas du tout acclimaté par 35 degrés, c'est pas toujours l'idée du siècle. Et à minima, si on participe, ça, il y avait des études qui avaient été montrées, notamment sur des marathons, c'est qu'il faut vraiment savoir moduler ses intensités à la baisse. Ils avaient fait ça sur des marathons un petit peu chauds où tous ceux qui avaient essayé de tenir leur chrono objectif, ils avaient abandonné. Ceux qui avaient été beaucoup plus dans la perception et qui avaient régulé leur intensité à cause de cette chaleur-là, ça en était mieux sorti, quoi. Diego, pour revenir un petit peu à ton expérience personnelle, peut-être depuis que tu habites en Tunisie et que tu es confronté à des chaleurs plus importantes, est-ce que tu as senti une différence peut-être au niveau de tes performances? Tu as sûrement senti une différence vis-à-vis de ton acclimatation à la chaleur, et peut-être que aussi tu as ressenti des bénéfices sur le fait d'aller faire une course où il y aura des conditions difficiles, que ce soit humide ou chaude. Raconte-nous un petit peu toi, est-ce que tu as vu des grandes différences par rapport à tout ça? Ouais, en fait, à mon sens, la difficulté, ce que disait Nico, c'est que la chaleur, c'est difficilement anticipable. J'ajouterais une difficulté, c'est que c'est difficile à mesurer ton adaptation à la chaleur, à moins d'avoir des capteurs, etc., hyper spécifiques. Mais moi, je vois qu'il y a une vraie différence entre les sensations, le ressenti à l'entraînement et
l'adaptation réelle que tu mesures en fait en te comparant aux autres en compétition ou en off, en faisant des off avec les copains. Mais moi, je me suis vraiment rendu compte qu'à l'entraînement, c'est pas devenu plus facile, que je suis toujours 6-8 BPM au-dessus, que j'arrive à faire les distances que je souhaite faire, ce que j'arrivais pas à faire quand je suis arrivé en Tunisie il y a 3 ans. Mais le vrai test pour moi, c'est en compétition. J'ai deux exemples, deux anecdotes là-dessus. Moi, quand j'arrive en Tunisie, 2 mois après mon arrivée, donc courant octobre 2022, voilà, ça faisait 1 mois et demi que j'étais en Tunisie. Bon, à l'échelle de 3 ans, c'est pas beaucoup, mais je pense que la chaleur avait commencé à taper. L'été dure très très longtemps en Tunisie. J'ai fait un 100 bornes dans le désert qui s'appelle l'Ultra Mirage, qui est assez couru ici. Il y avait les Morabiti, etc. C'est assez dense. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ça tournait vraiment bien. Alors moi, j'ai fait très attention. Je me suis vraiment bien hydraté, etc. Et les Morabiti et les coureurs maghrébins en général étaient hyper impressionnants parce qu'ils partent avec une gourde à moitié pleine pour un effort de 7-8 heures et bien évidemment pas de casquette, pas de sac et tout se passe bien, en tout cas pour certains. Moi, je m'étais rendu compte que ça s'était bien passé. J'avais fait 3, c'était ma meilleure cote en carrière, d'assez loin et qui était complètement dopée par le fait qu'en fait, pour l'essentiel du peloton, ça avait été hyper dur. Parce que la plupart des gens venaient pour le week-end, donc clairement sans bande dans le désert, même si c'est courant de l'automne, très 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 compliqué. Et deuxième moment où je me suis rendu compte, là encore en compétition, de l'adaptation à la chaleur, c'était sur les 24 heures à Albi, il y a un mois, où pour moi, bah voilà, ça fait 2 mois qu'il fait 30 degrés à Tunis, et que visiblement pour les concurrents, c'était parmi les premières chaleurs en France sur ce week-end-là. Sur les 24 heures, la chaleur, c'est vraiment un des seuls éléments extérieurs à prendre en compte. Bah, voilà, il y a plus de dénivelé, il y a plus de technicité. C'est vraiment comment la journée va être plus ou moins chaude et comment la nuit va être plus ou moins froide. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais c'est à prendre en compte. Et voilà, moi, je me suis rendu compte, ça faisait 2-3 heures qu'on courait, donc départ 9 heures, donc en fin de matinée à 11 heures midi. Moi, j'avais encore mon sous-cou, j'avais encore ma petite veste sans manches, alors que les gars autour, ils commençaient à s'éponger, ça commençait à mettre des éponges sous la casquette, etc. Et clairement, certains ont pété pour ça. Donc voilà, c'est difficile de mesurer à quel point tu es adapté, mais quand tu l'es, je pense que tu t'en rends compte en compétition et en te confrontant aux autres. Je rebondis vite fait avant de laisser la parole à Matt sur un témoignage, mais moi j'ai vraiment vécu ça sur la Skyrun de 2018 où on était clairement sur les conditions que j'évoquais, pas forcément de chaleur extrême, mais une humidité associée assez forte parce qu'il avait plu la matinée, donc vraiment seulement entre guillemets 27-28 à l'ombre, mais je pense une humidité qui était encore assez forte. Et c'est vrai que j'avais vraiment eu cette impression de beaucoup de chaleur, de transpirer énormément. Alors pas forcément, c'était pas plus dur que ça, mais vraiment je sentais qu'il y avait de la chaleur et ça avait explosé dans tous les sens et j'avais fait un chrono très très moyen, qui est le plus mauvais d'ailleurs de tous les lauréats de l'histoire de la course, parce que je pense que la plupart des gens n'étaient pas acclimatés. Et moi j'avais eu un mois d'août où j'avais fait beaucoup de vélo en chaleur aux heures les plus chaudes et c'est vrai que j'avais pas cette impression d'être acclimaté plus que ça, mais par contre, comparativement aux autres, c'était majeur. Après, tu as rapidement évoqué. On sait aujourd'hui que apparemment, quand on a des capteurs, pour déclencher les adaptations, il faut dépasser 38,5 degrés, en sachant que certaines études tendent à montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher du 10 de RPE, par exemple, pour que ça s'adapte et que du 8 suffit. Et globalement, ça va être un peu ce que va décrire, je pense, Matt après, mais on n'a pas besoin de toujours aller chercher le plus dur, mais c'est la même chose que les intensités finalement, c'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus que des athlètes de très haut niveau, bah, ils contrôlent leurs intensités, ils s'entraînent pas toujours au max, et la chaleur, c'est un peu la même chose, il faut s'exposer, mais dès que ça devient dur, difficile, c'est souvent suffisant, et en tout cas, comme toujours, c'est la répétition des expositions au stress, quel qu'il soit, qui crée les adaptations, donc il faut mieux partir tranquillement, peut-être pas avoir 100% des bénéfices possibles, mais être capable de faire ça plusieurs semaines de suite que de vouloir faire directement le truc extrême, une séance d'intensité couverte sur son entraîneur, se dégoûter parce qu'on a un RPE hyper élevé et du coup plus jamais en faire, quoi.
Matt, si tu peux nous donner un petit peu ton expérience et puis on essaiera de rebondir peut-être dessus. Ouais, donc pourquoi on a décidé de faire ça d'un coup dans le cadre de mon entraînement avec Nico et mon équipe? En fait, après Chianti, j'avais un petit peu mal derrière le mollet, je pouvais pas courir comme je le voulais, et donc on s'est dit qu'en complément du vélo, j'allais faire ça pour essayer de maintenir un petit peu un stress physiologique et puis de faire ça en parallèle de ma réa, puisque j'ai passé pas mal de temps en salle de muscu, notamment sur la machine à escalier et le tapis de course, qui est pas mal pour pouvoir faire du dénivelé sans faire les descentes, et c'est un peu moins stress mécanique. Et donc on a fait ça sur 2 semaines et demie. Et en pratique, donc moi j'ai fait sans mesure scientifique, j'avais pas le capteur température pour essayer d'estimer un petit peu la charge interne. Donc on a fait ça un petit peu plus au feeling. On a fait 6 semaines actives et puis 6 séances actives, donc vraiment avec de l'activité physique et 3 séances en sauna. Et donc au niveau pratique, comment je m'étais habillé? Donc un manche long, première couche, un bandeau sur la tête, une veste étanche avec la capuche sur la tête et un pantalon long. Et donc sur les séances, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait monter progressivement l'intensité de la machine pour arriver à des valeurs de haute zone 2, juste en dessous du SV1, à partir d'une quinzaine de minutes. Et puis, donc pour moi, ça se situe à 160 BPM pour un max à 185. Et là, c'est une intensité qui commence à être légèrement désagréable, mais soutenable. Et ensuite, je baisse progressivement l'intensité de la machine pour pouvoir garder ma FC dans cette zone, puisque avec une grosse dérive cardiaque avec la chaleur, en fait, si je gardais l'intensité qui m'a permis de monter autour du SV1, mon cardio monterait trop et ça deviendrait trop dur. Donc, en fait, il faut baisser progressivement l'intensité de la machine pour rester dans la zone cardiaque. Et donc, sur les 20 dernières minutes de l'heure d'entraînement que je faisais à chaque fois, ça commençait à être quand même très, très désagréable et je commençais à être de plus en plus trempé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a en plus de l'humidité forte, puisque vu qu'on met une veste étanche, l'eau reste quand même, surtout sur les vestes que moi j'ai utilisées, l'eau reste quand même énormément à l'intérieur, donc on finit vraiment trempé. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui fatigue quand même énormément, même sur une petite séance d'1 heure où on reste autour ou en dessous du SV1, ça crée énormément de fatigue sur les journées. Après les séances, j'avais vraiment l'impression d'être cuit, d'être un légume. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et donc moi, j'ai pu le faire dans cette période qui était pas très très chargée au niveau entraînement à pied. Donc c'était une bonne opportunité. Maintenant, un peu dur à dur, si c'est un peu dur à évaluer, si ça m'a vraiment fait un boost physio, puisqu'on n'a pas fait de test aussi avant après. Mais en tout cas, je pense que ça me servira sur les premières vraies chaleurs au début de l'année. Ouais, bah merci Matt pour ce témoignage. Il y a un truc qui est très intéressant que tu as dit, notamment sur la phase, on va dire, un peu d'acclimatation, si on veut vraiment faire de l'acclimatation en chaleur, c'est cette notion de réduire la puissance mécanique, si on parle de vélo par exemple, parce que le home trainer c'est assez pratique, ou la vitesse du tapis, c'est de, par exemple, utiliser en contrôle, ça dans les études ils l'ont montré, c'est assez intéressant d'utiliser la FC en contrôle et de se fixer une FC au début. Au début, ça peut être carrément une FC d'endurance. Et théoriquement, bah, quand on va mettre un athlète sur une FC d'endurance dans la chaleur, on va avoir sa FC qui fait que dériver. Et souvent, bah, l'idée, c'est ce que tu fais, c'est de baisser l'intensité demandée pour garder une FC pas trop élevée. Et puis, petit à petit, quand on s'adaptera, bah, on pourra faire des choses un peu plus intenses, voire des intensités pour ceux qui en font beaucoup. Et on l'a déjà dit, mais ce qui est important, c'est de quand même contrôler, parce que si on fait un truc maximal, tu l'as dit, là, tu étais déjà fatigué, ben, on fait trop de fatigue, on génère trop de fatigue, et comme tout entraînement trop dur, bah, finalement, au global, c'est contre-productif, parce que oui, ça crée un gros stress, mais la récupération est tellement longue derrière que au global de la semaine, et puis si on part sur des mois et des années d'entraînement, c'est contre-productif. Ouais, j'ai une petite question pour Nico et Théo, et peut-être que Diego pourra intervenir aussi. C'est plus typiquement sur Diego, s'il a sa sélection pour les championnats du monde à Albi. Donc on peut estimer qu'il y aura des températures plutôt modestes en termes de chaleur. Est-ce que c'est plus pertinent pour lui de faire tout son cycle d'entraînement en chaleur en Tunisie, ou alors est-ce il faut qu'il apporte un peu d'alternance vis-à-vis de ça et pas qu'il fasse uniquement de l'entraînement en chaleur? Ça, c'est une bonne question. Alors, je pense que le témoignage de Diego sera intéressant parce que j'ai donné mon avis un peu général, mais je pense qu'en fait, une fois qu'il est très acclimaté, il en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il arrive quasiment à courir en fait sur ses allures, sur lesquelles il va vouloir courir dans des conditions fraîches. Donc oui, c'est intéressant. Après, c'est le même questionnement de quand on va en altitude. Est-ce que c'est intéressant d'aller en altitude? Parce que par exemple, quand on prépare des compétitions de piste, on sait que bah, en altitude, on est moins performant, donc on va pas pouvoir tenir
ces intensités. Et je dirais que c'est un équilibre. Si on a le choix de pouvoir faire de la chaleur et pas de la chaleur, c'est que il y a des moments où on peut faire de la chaleur et puis on peut aussi faire des séances spécifiques sur son allure si on sait qu'il y a de fortes chances que les conditions soient normales, dans des conditions normales. Il n'y a pas besoin de tout faire en chaleur. Quand on voit beaucoup, comme c'est le cas en ce moment, de coureurs qui préparent la Western, ils font beaucoup en chaleur parce qu'ils savent qu'il y a 95% de chances que la Western ce soit dans des conditions chaudes. Si tu as des conditions plus modérées, bah, faire un peu d'acclimatation à la chaleur, c'est intéressant, c'est un boost physio. Des fois, ça permet d'atteindre un même niveau physiologique avec peut-être pas autant d'engagement mental, parce que oui, c'est dur la chaleur. Est-ce que c'est plus dur de faire des intensités? Je pense que c'est propre à chacun. Mais je pense que Diego peut apporter un témoignage intéressant là-dessus. Mais je pense que quand on est acclimaté, on arrive à tenir plus loin ces intensités, quoi. Si je peux me permettre rapidement, en fait, c'est une différence entre un stress physiologique et un stress mécanique. Et du coup, c'est aussi important de savoir quel est le premier élément qui va mettre en difficulté Diego, savoir s'il va être plus en difficulté sur le point de vue physiologique ou sur le point de vue mécanique. Parce que sur 24 heures, si on a un déficit mécanique, ça peut vraiment être problématique et ça peut faire abandonner et ne pas finir la course. Donc, je pense que jouer sur les deux tableaux, c'est intéressant d'équilibrer plutôt que de jouer tout sur un tableau ou tout sur l'autre. Ouais, complet. Ce qui est intéressant avec le 24 heures, c'est que c'est un peu une épreuve de laboratoire presque. C'est-à-dire que tu peux vraiment contrôler qu'est-ce qui, en termes de musculaire, en termes d'alimentation, en termes d'hydratation, en termes de mental, etc., qu'est-ce qui te fait ralentir, qu'est-ce qui te fait sauter, qu'est-ce qui te fait t'arrêter. Moi, je me suis rendu compte que, voilà, pour la dernière fois, c'était c'est extrêmement dur musculairement, bien évidemment, quand tu essayes de maintenir une allure sur 24 heures sans t'arrêter, etc. Mais moi, j'ai vraiment constaté que le facteur limitant, c'était le ventre et la capacité à continuer à t'alimenter, etc. Donc voilà, ça, c'est aussi un dérivé de la chaleur et des écarts de température, en fait, parce que même s'il ne faisait pas atrocement chaud durant la journée, je pense qu'on était à peut-être 25, 30 au soleil, etc. En fait, dès que tu as un différentiel, c'est là que ça peut tout détraquer au niveau du ventre, au niveau de l'alimentation. Moi, je constate juste sur les préparations à la chaleur, je pense que c'est spécifique à chacun, mais moi, je me prépare sur des efforts longs ou très longs. Et où du coup, lorsque je passe d'un entraînement de je sais pas moi, 1h30, 2 heures par rapport à des efforts de 20-25 heures, il y a un enjeu d'intensité qui va faire que même si la chaleur est la même que sur mon entraînement d'1h30, 2 heures, je vais être quand même beaucoup mieux. Et là, effectivement, je vais sentir l'adaptation. En revanche, je pense que je suis pas encore au stade et je sais pas si c'est quelque chose qui est voilà, propre à chacun ou à quel moment tu es vraiment pleinement adapté. Euh, Moi, quand il fait 30 degrés versus 10 degrés, même si ça fait 3 ans que je suis en Tunisie, je vois vraiment toujours le différentiel. Ouais. Voilà, c'est toujours aussi dur de s'entraîner à des intensités, disons, d'effort d'1h30. Ça, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment baissé. Mais en revanche, comment ça se traduit sur un effort beaucoup plus long, beaucoup moins intense de 20-25 heures, c'est là qu'on voit le différentiel. Moi, quand je rentre en France et qu'il fait 10 degrés, j'ai l'impression de voler, quoi. C'est incroyable. C'est comme une redescente d'attitude ou comme s'enlever des poids aux chevilles. Enfin, c'est assez impressionnant sur la même intensité, mais c'est aussi assez remarquable face à la chaleur, sur des intensités vraiment beaucoup plus basses d'efforts longs. Ouais, bah, tout à fait. Après, je pense que j'ai pas été très, très juste tout à l'heure quand je me suis exprimé, mais ça, on sait qu'il y a des ranges de température, je crois que c'est 8-15 degrés où la performance est maximale. Et quand on est en dessous ou au-dessus, on est forcément dégradé et on verra jamais un record du monde du marathon par 25 degrés. C'est juste pas possible. Après, on avait vu qu'il faisait quand même relativement chaud, il me semble, au JO à Paris et que malgré tout, le chrono avait été quand même très bon. Donc, l'idée, c'est pas forcément de courir en même vitesse, mais c'est pas d'être trop dégradé et que la chaleur devienne un tel stress qui fait qu'on devient complètement sous-performant, quoi. Matt, tu voulais peut-être glisser un petit peu plus de précision scientifique avant qu'on close sur le sujet.
compléter un petit peu cette rubrique chaleur, je voulais quand même expliquer un petit peu les phénomènes physiologiques pour que nos auditeurs puissent comprendre. Donc, on n'est pas un podcast scientifique, on n'est nous-mêmes pas des scientifiques, donc on va pas rentrer énormément dans les détails, mais je vais vous donner quand même un petit peu les phénomènes qui se passent et qui expliquent qu'on peut faire des meilleures performances après s'être entraîné en chaleur. En fait, quand le corps il est exposé à la chaleur, le volume plasmatique va augmenter. On va avoir plus en fait de liquide dans le sang pour pouvoir mieux dissiper la chaleur et avoir plus de sang qui permettent de transporter cette chaleur aussi vers les extrémités du corps. Et cette augmentation du volume plasmatique, elle va entraîner donc une baisse de la concentration en globules rouges. Donc on a plus de volume de sang, mais il est moins concentré. Donc ensuite en globules rouges, le corps va détecter cette baisse de concentration et ensuite il va y avoir une stimulation avec l'EPO, donc l'EPO naturel cette fois, qui va entraîner la création de nouveaux globules rouges pour pallier à cette baisse de concentration. Et donc tout ça va permettre d'augmenter la masse en hémoglobine. L'hémoglobine, c'est les globules rouges qui permettent de transporter au mieux l'oxygène. Et comme on le sait, l'oxygène, c'est un carburant indispensable aux efforts physiques. Donc, si on arrive à mieux la transporter de l'air qui rentre dans les poumons vers les muscles, on fait de la meilleure performance. Et puis ensuite, en parallèle de ça, donc il y a en plus l'adaptation à la chaleur donc plus on s'expose, plus le corps va arriver à transpirer, à plus transpirer. En fait, on a une sudation qui va être plus précoce quand on est exposé à de la chaleur et aussi plus abondante. Et donc, potentiellement, cette transpiration, le corps va s'adapter, il va arriver à baisser la concentration en minéraux. Donc, on perd moins de minéraux et donc, on a une meilleure thermorégulation. Et donc, ça veut dire. Donc là, j'ai dit un peu trop de fois et donc je crois, mais vous avez compris, ça va amener à plus de performance. Merci beaucoup, messieurs, pour ce joli sujet de décryptage de l'entraînement à la chaleur. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous n'hésiterez pas à nous poser des questions, soit en commentaire YouTube ou alors sur le compte Instagram YouTubeX pour qu'on puisse répondre à tout ça. On va garder Diego avec nous. On va lui laisser le temps de réfléchir à une petite reco et puis on va pouvoir passer à la dernière rubrique du podcast, nos recos de la quinzaine. Et on va démarrer tout de suite avec Théo. Ouais, dimanche soir, j'ai regardé la petite nouveauté sur YouTube, ça m'a bien plu. C'est le nouveau film de Simon Duguay pour On. Ça raconte la Western States de Simon Gosselin. Le titre, c'est Run the Line. C'est un film qui doit durer environ 25 minutes. Et j'ai franchement adoré le fait de vouloir vivre complètement la course, de prendre le temps de bien s'y préparer, d'aller s'imprégner de la culture et de rester là-bas aux États-Unis 2-3 mois, notamment sur Flagstaff, plutôt que juste d'aller prendre l'avion et de faire la course et repartir 5 jours après. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez chouette et je vous le recommande. Nico, toi, pas de reco, mais un coup de cœur, je crois. Non, pas de reco, j'avoue que je suis tellement je croule sous le travail, du coup, j'ai pas trop le temps de regarder des trucs. Non, c'est une reco et plus un coup de cœur un peu pour notre pratique. La semaine dernière, on est parti avec des copains à pied de la maison. Donc, vous savez, j'habite quand même vraiment dans la nature et on a fait une quinzaine de kilomètres en montagne, dans une nature, on a de la chance, on est relativement préservé. Et on a vu des chamois, des perdrix bartavel, des cervidés, entendu des tétras qui chantaient, puisque c'est la période de reproduction du tétralyre. Et bref, c'était magique à 2 pas de la maison et je crois que c'est vraiment garder cet émerveillement devant des choses si simples qui font le charme de la vie et pour le coup, c'est vraiment le trail qu'on aime. Mathieu, une reco podcast. Et oui, j'ai pas eu le temps d'écouter énormément de contenu et de consommer beaucoup de choses puisque là j'étais à fond pour faire la vidéo de Mathieu Simon. Donc ça c'est ma petite reco auto-promo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Je suis vraiment très fier du résultat et j'espère que ça va plaire, que ça va vous plaire. Mais j'ai quand même pris le temps d'écouter l'interview de Vincent Bouillard par Course Épique. Donc vous connaissez probablement ce podcast qui est un des plus gros podcasts trail en France. Et Vincent Bouillard, franchement, masterclass encore une fois. Après la masterclass, il était masterclass pour les valeurs qu'il partage et l'athlète qu'il est, qui va au-delà d'un athlète qui est là pour faire de la perf. Il se pose vraiment plus de questions sur ce sport pour le rendre plus accessible, pour avoir plus de justice sociale, sur aussi très pertinent aussi sur l'impact environnemental. Et voilà, il se livre aussi sur beaucoup de choses, sur sa relation avec le sport, etc. Donc c'est vraiment une interview qui est très très fort. Et Guillaume Lalu, qui est le présentateur de Course Épique, est vraiment un intervieweur de très grande qualité. Il faut savoir le reconnaître et je vous invite à aller écouter cet épisode. Top. Est-ce que Diego, tu as eu le temps de réfléchir à ta petite reco? Ouais, bien sûr, non, c'est pas ma reco, mais l'intervention de Matt me fait penser à l'épisode avec Ben Diman sur le Ventoux, pareil dans Course Épique, où effectivement il y a les talents d'intervieweur de Guillaume Lalu, mais il y a surtout le personnage de Ben Diman qui est quand même hyper inspirant, extrêmement calme,
extrêmement posé. Et en même temps, il te dit que lui, s'il prend le départ d'une course et qu'il la gagne pas, quelle que soit la course, c'est un échec. Donc il y a cette dualité qui est vachement intéressante. Maintenant, pour Marocco, moi je pensais encore et toujours à David Roche, Mountain Roche sur Instagram, qui vraiment juste me fascine. On en avait déjà parlé ici, mais lui il a une série de vidéos hyper bien faites, entre 20 et 40 minutes à chaque fois. Donc lui, il a pas de sponsor chaussures, il a fait ce choix-là. Mais en revanche, visiblement, The Feed, qui est son sponsor nutrition, le subventionne pas mal parce qu'ils font ils font une série de vidéos qui est vraiment top. C'est extrêmement varié. Dans une des dernières, il nous ramène au site de l'accident à vélo qu'il a eu il y a 1 an, où il a failli mourir très concrètement. Et à la suite de cet accident, il est devenu le monstre qu'on connaît. Mais il fait aussi, il nous explique comment pour lui un 100 miles de la Western State, ça se prépare en faisant des 200 mètres, ce qui est quand même assez intéressant comme approche. Mais voilà, hyper intéressant à suivre. Aussi pour l'aspect peut-être amateur qui reste dans cette approche, même si lui il contrôle tout, etc. Là, il l'a dit récemment. En gros, il s'est fait une semaine full dénivelé et full sur les sentiers parce qu'il avait vu un commentaire YouTube qui lui disait qu'il allait se faire une cheville à la western parce qu'il faisait trop de 200 mètres et pas assez de sentiers. Et clairement, sa semaine montre qu'il a juste réorienté son entraînement pour une semaine, en tout cas, sur la base de ce commentaire. Donc, je trouve ça assez marrant quand même de voir l'homme derrière la machine qui est David Roche. En tout cas, ça tombe bien. On avait dit qu'on se gardait un peu notre rubrique reco pour parler autre chose que du trail, mais bon, comme vous l'aurez vu aujourd'hui, on a une majorité de trail, mais je vais conserver l'esprit de la rubrique en vous proposant une reco, non pas de trail, mais un sujet dont je vous ai déjà parlé, le foot, mais sous des angles un petit peu différents. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous parler du documentaire du journaliste Mohamed Bouafsi sur le racisme dans le football qui s'appelle Décrit dans le stade, qui est sorti il y a un tout petit peu plus d'1 an, mais que j'avais pas encore vu. Vous dire que c'est assez édifiant, flippant et terrorisant de se dire que plusieurs clubs de foot français ont compté ou comptent encore pour certains des groupes de supporters ouvertement néo-nazis, et surtout de constater qu'en interne, malheureusement, certains présidents de clubs ne prennent pas de mesures drastiques pour lutter contre cela, par peur souvent de représailles. Donc voilà, le foot est un sport incroyablement populaire et rassembleur, et c'est ça qu'il faut continuer de clamer haut et fort, mais faut pas non plus cacher ses côtés les plus sombres, qui sont finalement là aussi malheureusement très souvent le reflet de ce qui se passe dans notre société et dans ce qu'apprécie, mais que révélateur d'un certain niveau de racisme dans notre société. Donc je vous invite toutes et tous à aller voir ce documentaire qui est assez poignant et qui vraiment permet de prendre conscience de plein de choses. Et c'est dispo sur le YouTube de France Télévisions. On a fait le tour, les amis. Ouais, parfait. On remercie Diego pour sa masterclass, comme à chaque fois qu'il vient dans le podcast. On n'a peut-être pas eu assez de questions à te poser, mais on te réinvitera sûrement, Diego, ne t'inquiète pas. Après ta sélection, on l'espère, et ta brillante performance au championnat du monde. Merci beaucoup, Yann. Et puis on n'a pas dit que tu avais réalisé donc les minima qualificatifs pour les mondiaux avec une marque à combien sur 24 heures, Diego ? 262. Voilà. On va être solide. C'est pas trop mal. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. On se donne rendez-vous dans 2 semaines et puis on se dit à très bientôt. Salut. Allez, ciao. Salut.